Dans l'espace, la menace peut venir de n'importe où. Des météores en provenance du cosmos, d'éruptions solaires invisibles mais mortelles, de glissements de terrain à la surface et de tremblements de terre sous la surface. L'espace, c'est semé d'embûches pour l'être humain. Pourquoi le feu est-il plus dangereux en orbite que sur la Terre? Que devient un être humain exposé aux éléments extrêmes de l'espace? La salive et le sang passent de l'état liquide à l'état gazeux. Attachez vos ceintures. Nous partons pour les catastrophes dans l'espace. Nous sommes en 2030. Un équipage d'astronautes appuie sur le bouton départ d'un ascenseur spatial. Celui-ci les mènera à leur vaisseau qui se trouve déjà en orbite. Ils sont contents de ne pas avoir à risquer l'explosion contrôlée d'un lancement de fusée. Nous sommes maintenant en mesure de fabriquer des fibres de nanotubes de carbone plus solides que l'acier. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ces fibres sont assez résistantes pour conduire un ascenseur vers l'espace. Il serait donc possible de grimper jusqu'aux cieux. Ce câble de 90 000 km rejoint une station d'arrimage qui tourne à la même vitesse que la Terre. Comme un satellite géosynchrone, elle se maintient au-dessus d'un point fixe au sol. Un ascenseur spatial, ce serait le rêve de n'importe quel astronaute. Mais ce rêve peut aussi tourner au cauchemar. L'ascenseur spatial doit être ancré à la Terre. Mais que se passe-t-il si un violent orage éclate et que les amarres se rompent? Le danger est là. Toujours prisonniers de la station d'arrimage, ces câbles se mettraient à virevolter dans tous les sens, fouettant tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Un problème lié à l'ordinateur de navigation ou au propulseur pourrait aussi déloger la plateforme de son orbite, rompant les câbles à leur sommet. Si des astronautes se trouvent dans l'ascenseur à ce moment-là, ce sera leur dernier voyage. Le câble de 90 000 km reliant la Terre à la station d'arrimage retomberait vers la Terre et pourrait s'enrouler presque 3 fois autour de la planète, au niveau de l'équateur, créant le chaos sur une vaste zone. Ce ne serait pas seulement une catastrophe pour les astronautes qui se trouveraient dans l'ascenseur. L'énergie cinétique dégagée par ce câble fouettant l'atmosphère serait un danger pour tout ce qui se trouve dans les airs. Comme tous les systèmes humains, cela comporte des dangers. Et cela n'est qu'une des nombreuses catastrophes qui guettent les futurs explorateurs de l'espace. La vie dans l'espace sera aussi semée d'embûches. Les colonies établies sur la Lune ou sur Mars devront faire face à des menaces venues de toutes les directions, et plus particulièrement d'en haut. Car les brusques éruptions solaires peuvent être mortelles. Si l'on voulait se promener à la surface de la Lune, le plus grand danger serait les éruptions solaires. Dans ces moments-là, le Soleil émet des protons qui sont mortels. Il y a eu plusieurs éruptions au cours des dernières décennies. Et si des astronautes s'étaient trouvés à la surface de la Lune, à ce moment-là, ils n'auraient pas survécu. Sur Terre, nous sommes protégés des radiations. L'atmosphère et le champ magnétique de notre planète agissent à la manière d'un filtre qui ne laisse passer qu'une partie des particules. Sur la Lune, comme sur Mars, on est en première ligne. La Lune n'a ni atmosphère ni champ magnétique. Mars n'a qu'une très fine atmosphère et des champs magnétiques très faibles et localisés.
Parce que les astronautes d'Apollo ont bien failli être victimes de ce phénomène, la NASA prend la menace des éruptions solaires très au sérieux. L'équipage d'Apollo a eu beaucoup de chance. En 1972, on a enregistré une importante éruption solaire, ce qu'on a appelé la Grande Tempête solaire. Par chance, elle a eu lieu entre la mission Apollo 16 en avril et la mission Apollo 17 en décembre. Si c'était arrivé alors que l'équipage se trouvait à la surface de la Lune, ils seraient tous morts. Les effets auraient été les mêmes qu'à Hiroshima et Nagasaki. Ceux qui ont survécu à l'explosion ont succombé par la suite à l'énorme quantité de radiation auxquelles ils avaient été exposés en quelques secondes. Un astronaute qui se retrouverait dans cette situation aurait très peu de temps pour réagir. Un afflux de particules envahirait son organisme, anéantissant toutes ses cellules en quelques instants. Les colons de l'espace devront donc être constamment sur leur garde. Il nous faudra des rapports météorologiques, mais de météo spatiale. Il nous faudra des satellites qui surveilleront le Soleil et nous préviendront à l'avance en cas d'éruption. La lumière du Soleil met seulement 8 minutes pour atteindre la Lune. Et elle est suivie de particules. Vous avez quelques minutes, tout au plus une demi-heure, pour vous mettre à l'abri. Et la tempête pourrait durer plusieurs jours. Pour se protéger, on pourrait vivre sous le sol. Mais contrairement à ce que ces paysages stériles laissent penser, la Lune et Mars sont des corps actifs, sur lesquels on peut assister à des catastrophes naturelles semblables à celles que l'on voit sur Terre. Je suis ici dans le désert de Mojave, dans une grotte volcanique sous environ 2 mètres de roche. Vivre sous terre pourrait être une solution sur la Lune ou sur Mars. À la surface de la Lune ou de Mars, il y a des radiations solaires, des radiations cosmiques. Et sur Mars, il y a des tempêtes de poussière. Alors vivre sous le sol permet d'échapper à ces phénomènes. Mais il y a d'autres dangers. Si vous êtes dans cette cavité au moment où un tremblement de terre se produit, vous finirez écrasé par la roche. Un tremblement de terre sur la Lune ou Mars serait tout aussi dévastateur pour une colonie installée à la surface. La Lune et Mars n'ont pas de plaques tectoniques comme celles qui causent les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sur Terre. Et il n'y a pas de signe d'activité volcanique. Mais la Lune et Mars ont un noyau en fusion. Alors quand la pression engendrée par la chaleur remonte à la surface, le sol tremble. Et les tremblements de terre sont souvent accompagnés d'autres catastrophes. Récemment, on a assisté à un glissement de terrain sur Mars. Il a été filmé par des caméras placées en orbite. Alors on sait que ça peut arriver. Mais ça peut être dur à anticiper. On pourrait établir notre base à un endroit qui nous paraîtrait parfaitement sûr et se rendre compte quelques années plus tard qu'il y a un risque de glissement de terrain. On ignore encore exactement ce qui a déclenché ce glissement de terre sur Mars. Ce que l'on sait, c'est que celui-ci a eu lieu près du pôle Nord, dans une zone gelée, et que c'est probablement de la glace qui s'est déplacée. Or, c'est tout à fait le genre d'endroit où l'on pourrait établir une colonie, dans l'idée de tirer parti de la glace et de la convertir en eau potable. Même un tremblement de terre lointain pourrait engendrer un glissement de terrain aux abords d'une colonie. Mais qu'arrivera-t-il si ces habitations se trouvent sur une ligne de faille ? Dans le futur, les colons de la Lune ou de Mars devront faire face à toutes sortes de dangers, notamment des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. L'activité n'est pas la même que sur Terre. Elle suit des mécanismes différents et on pourrait rencontrer des phénomènes inattendus qui nous poseraient problème. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons, au sens propre comme au sens figuré, ces planètes qu'en surface. Et sans le savoir, nous pourrions construire notre base sur une ligne de faille. Et comme le poids est toujours un élément déterminant lorsqu'il s'agit de transporter des matériaux dans l'espace,
on aurait tendance à construire des bâtiments en matériaux légers, qui seraient plus vulnérables. Si cette paroi protectrice cède, c'est une catastrophe, car les gaz s'échapperont des habitations. Il faudra prévoir des combinaisons spatiales faciles d'accès et rapides à mettre en cas de décompression. En cas de dépressurisation soudaine, ce ne serait pas la mort immédiate. Mars est doté d'une atmosphère très fine, même si celle-ci n'est pas respirable, puisque principalement composée de dioxyde de carbone. Sur la Lune, il n'y a que le vide spatial. Mais comme nous l'apprennent les accidents industriels dans les chambres à vide sur Terre, on aurait tout de même une chance de survivre. Une exposition d'environ 1 minute n'est pas forcément mortelle. Mais si vous restez plus longtemps, vous manquez d'oxygène et votre sang se sature d'azote. Le gaz contenu dans vos tissus quitte l'état de solution et forme des bulles. C'est le phénomène de décompression rencontré par les plongeurs. Et si vous retenez votre respiration, vous pouvez avoir une surpression pulmonaire. Vos poumons se rompent et c'est l'embolie. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent entraîner la mort en cas d'exposition au vide spatial. Mais une exposition d'1 minute n'est pas mortelle. Et puis, il y a les températures extrêmes. Sur la Lune, les températures varient de 115 degrés au soleil à moins 140 degrés à l'ombre. Sur Mars, il peut faire tout aussi froid. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez avoir une agréable température de 20 degrés en été. Cela dit, en l'absence d'atmosphère respirable, il est fortement déconseillé de sortir sans combinaison spatiale. Un autre danger guette les premiers colons de l'espace qui vivront à la surface. Les météores. La Lune est une cible facile. En témoignent les cratères que l'on peut observer sur la Lune. Ici, c'est relativement confortable. Nous sommes protégés par une épaisse atmosphère qui absorbe et désintègre les météorites. Sur la Lune, c'est une autre histoire. Il n'y a pas d'atmosphère et l'on est exposé aux éléments. Sur Mars, il y a une fine atmosphère, mais elle ne protège pas aussi bien que celle de la Terre. Et on est exposé à tout ce qui vient de l'espace. Les chutes de micrométéorites, des petites météorites de moins d'1 centimètre de diamètre, sont fréquentes et imprévisibles. Si un petit caillou transperce votre combinaison spatiale lorsque vous marchez à la surface de Mars, c'est très embêtant. C'est la dépressurisation et vous pouvez mourir. Et si on envoie des colons sur d'autres planètes, ça arrivera forcément un jour. Il y a à peu près autant de chances d'être frappé par une micrométéorite sur Mars que d'être frappé par la foudre sur Terre. Les micrométéorites pourraient aussi percer le mur d'un bâtiment. Comme les stations spatiales, les colonies seront sûrement composées de plusieurs sections ou modules. Et comme les astronautes dans leur station spatiale, les colons seront sûrement amenés à condamner des sections entières de leur colonie en cas d'urgence. Les météorites de grande taille seront probablement surveillées. Ainsi, les colons pourront prévoir leur arrivée. Mais une évacuation pourrait s'avérer inutile, car l'impact engendrerait une onde de choc de plusieurs kilomètres à la ronde. Pour vous donner une idée, une météorite de 3 mètres de large s'écrase avec la puissance explosive de 6 à 8 000 tonnes de TNT. Les débris projetés en l'air pourraient endommager irrémédiablement les bâtiments. Et si le météore atterrissait sur la colonie, alors il ne resterait plus grand-chose de notre passage sur la planète.
Sur Mars, il est peu probable que les colons s'installent à proximité d'un volcan. Et il n'y a probablement pas eu d'activité volcanique sur la Lune depuis plusieurs milliards d'années. Mais des vestiges de cette période volcanique pourraient donner du fil à retordre aux équipages et à leurs véhicules. Sur la Lune comme sur Mars, on rencontre des traces d'écoulement volcanique. Alors on peut s'attendre à trouver ceci, des cavités volcaniques. Ça peut être assez dangereux quand vous vous baladez en véhicule à la surface de la planète. Cela peut abîmer le véhicule. On peut se retrouver au fond d'un cratère sans aucun moyen d'en sortir. Pire, cette grotte volcanique pourrait être recouverte d'une fine couche de roches volcaniques. Et si vous passez dessus, la surface cède et vous tombez. Mais des catastrophes moins spectaculaires pourraient aussi frapper nos colonies spatiales. Parmi elles, l'épuisement des provisions. Comme la Lune est relativement proche de la Terre, un approvisionnement d'urgence pourrait arriver en quelques jours. Mais Mars se trouve à plusieurs mois, voire plusieurs années de route, en fonction de l'alignement des planètes. S'il y a un problème et que vous êtes à court de provisions sur Mars, le ravitaillement peut mettre 2 ou 3 ans à arriver. Alors si vous pensez avoir assez de provisions pour un certain temps, mais qu'il survient un imprévu et que vous perdez la moitié de vos provisions, vous êtes mort. Et c'est un vrai problème. Il faut donc avoir d'importantes réserves. Il faut prévoir des provisions pour 5 ou 6 ans. Notre expérience de la vie à moindre distance de la Terre, dans une station ou dans une navette spatiale, nous a déjà beaucoup appris sur les dangers de l'espace. Et le feu est l'ennemi numéro 1 des astronautes. Si le feu est un tel danger dans l'espace, c'est parce qu'en raison de la pression, l'air dans un engin spatial contient une proportion d'oxygène plus élevée que dans l'atmosphère. Et puis, les équipements électroniques sont très nombreux dans un engin spatial. Et ils produisent de la chaleur, des étincelles et des arcs. C'est un cocktail explosif. Et derrière les écrans de contrôle se cachent des kilomètres de fils qui représentent un risque certain. Heureusement, les constructeurs ont pensé à tout. C'est une maquette du tableau de bord d'une navette spatiale dans laquelle nos astronautes s'entraînent. Si vous examinez le tableau de bord, vous verrez des tas de petites ouvertures comme celle-ci. Eh bien, ces ouvertures servent à éteindre les feux. Si un incendie se déclare derrière le tableau de bord, vous pouvez y insérer un extincteur et l'éteindre. Andrew Thomas sait de quoi il parle. En 1998, alors qu'il était en mission sur la station Mir, un incendie s'est déclaré. La fumée a envahi la cabine. Les astronautes fendent l'espace, s'efforçant tant bien que mal de maintenir à bord de leur navette pressurisée une atmosphère semblable à celle de la Terre. Et dans l'espace, le feu est l'une des principales préoccupations. En 1998, Andrew Thomas se trouve à bord de la station Mir, avec 2 cosmonautes russes, quand tout d'un coup c'est l'incendie. De manière ironique, le feu se déclare alors que l'équipage est en train de nettoyer un épurateur d'air, un dispositif conçu pour éliminer de l'air le gaz carbonique et les toxines expirées par l'équipage. La fumée a envahi la cabine. Et tout d'un coup, l'air s'est empli d'un épais nuage. Et bien sûr, le système de ventilation a diffusé cet air dans toute la station. Au bout de 2 heures, il y avait de la fumée dans toute la station. Alors il a fallu attendre que le système de ventilation l'évacue. Cela a pris environ 2 jours. Nous avons tous eu des symptômes liés à la toxicité de l'air. Lorsque la teneur en monoxyde de carbone est élevée, vous avez la nausée, l'esprit confus, des maux de tête, car vous manquez d'oxygène. C'est une sensation assez désagréable. Un incendie dans l'espace, c'est particulièrement dangereux, et pas seulement parce que l'on ne peut pas ouvrir la fenêtre ou appeler les pompiers. À l'intérieur d'un engin spatial, en apesanteur, le feu se comporte différemment.
Voici deux photos. En bas, il s'agit de la flamme d'une bougie dans des conditions de gravité normale. La flamme s'allonge vers le haut, parce que la flottabilité pousse les gaz chauds vers le haut. En haut, vous avez la même bougie, mais en apesanteur. Contrôle à navette Columbia. Nous allons commencer les tests de combustion dans 30 secondes. Les gaz chauds ne montent pas. Et vous avez une flamme sphérique. Test combustion commencé. Passons à l'étape 2. Ainsi, dans l'espace, il ne sert à rien de placer des détecteurs de fumée au plafond. Au lieu de cela, les détecteurs sont placés à côté de petits dispositifs d'aspiration qui attirent l'air, la fumée et d'autres substances toxiques. Pour comprendre les dangers du feu dans l'espace, l'équipe du professeur Fernandez Pello mène des expériences dans le laboratoire de combustion de l'Université de Californie à Berkeley et dans l'avion de transport militaire KC-135. Pour cela, il produit de brefs instants d'apesanteur. En théorie, un incendie en apesanteur devrait être moins intense que son équivalent sur Terre, car les gaz chauds ne montent pas et l'air froid n'alimente pas le feu à sa base. Mais l'équipe du professeur Fernandez Pello a découvert que la réalité à l'intérieur d'un engin spatial était tout autre. Le système de climatisation crée de petits courants d'air qui alimentent le feu. En même temps, la faible circulation de l'air et l'absence de gravité ne permettent pas à la chaleur de s'échapper aussi rapidement que sur Terre. Le résultat ? Les incendies dans l'espace sont plus chauds et plus dangereux qu'en conditions de gravité normale. Et le feu risque d'être encore plus redouté à l'intérieur du nouveau vaisseau spatial Ares-Orion, conçu pour remplacer la navette. Ils ont décidé de réduire la pression et d'augmenter le niveau d'oxygène pour réduire le temps de préparation nécessaire aux astronautes pour sortir du véhicule. Alors nous testons différents matériaux dans cet environnement. Et nous avons constaté que dans l'environnement des véhicules de la nouvelle génération, un objet s'enflammait 20% plus vite que dans l'environnement actuel. Dans ces conditions, un niveau d'oxygène élevé et la faible circulation de l'air, presque tout peut prendre feu, même le métal. Dans le pire des scénarios, l'équipage d'une station spatiale serait incapable d'éteindre rapidement un incendie. Celui-ci se propagerait trop vite pour être circonscrit en cloisonnant les modules. Même si les astronautes étaient équipés de masques à oxygène, c'est la chaleur des flammes qui les tuerait. Et si par chance ils survivaient aux flammes, le système de filtrage serait complètement saturé et ils mourraient à petit feu de l'inhalation de fumée toxique. Leur meilleure chance de survivre est d'abandonner le vaisseau et de retourner sur Terre dans une capsule de retour. C'est ainsi que l'équipage d'Apollo 13 a pu s'en sortir. Le 11 avril 1970, 3 hommes s'envolent vers l'espace. 2 jours plus tard, sur le chemin de la Lune, un réservoir d'oxygène explose. La déflagration entraîne une importante perte d'oxygène et endommage le système électrique du module d'entretien. Les 3 hommes sont contraints de se replier dans l'espace restreint de la capsule lunaire. Apollo 13, c'est le cas classique de la panne qui s'est bien terminée. C'est arrivé au bon moment, quand ils étaient en route pour la Lune. Et les astronautes ont pu utiliser le module lunaire comme un bateau de sauvetage pour retourner sur Terre. Si c'était arrivé après avoir atterri sur la Lune, sur le chemin du retour, alors cela aurait été sans espoir. Lovell, Zweigert et Hess seraient morts. Le risque d'incendie est particulièrement élevé à l'intérieur des combinaisons spatiales. Au cours des sorties extravéhiculaires, ou EVA, la combinaison spatiale doit être maintenue à basse pression. Pour rester souple, il faut travailler dans une pression bien inférieure à celle qui règne dans l'atmosphère terrestre.
Si votre combinaison spatiale était à la même pression que l'atmosphère terrestre, vous ressembleriez à un ballon. Vous ne pourriez pas bouger. Or, lorsque la pression est basse, comme sur le mont Everest, les astronautes doivent respirer de l'oxygène pur, et celui-ci est hautement inflammable. Nous avons ici la manche d'une combinaison qui a pris feu lors d'un test au Johnson Space Center en 1980. Il s'agissait de simples tests de contrôle qui consistaient à pressuriser la combinaison à l'aide de 2 sources d'oxygène différentes. Lorsqu'elle a pris feu, tout le monde était sous le choc. Les hommes étaient juste à côté et l'un d'entre eux devait mettre la combinaison le lendemain pour la tester. Cet incendie aurait pu lui être fatal. Même dans cet état, cette combinaison valait à elle seule 3,1 millions de dollars. Et la NASA a dû débourser 20 millions de dollars pour en concevoir une nouvelle. Les sorties extravéhiculaires sont dangereuses sous bien d'autres aspects. La première d'entre elles a bien failli mal se terminer. Alexei Leonov a été le premier humain à se promener dans l'espace en 1965. Mais pressés d'effectuer cette sortie spectaculaire et de coiffer les Américains au poteau, les Soviétiques ont fait des impasses sur la sécurité. Et il s'est mis à gonfler comme un énorme bibendum. La combinaison est devenue rigide. Elle n'a pas supporté la différence de pression entre l'atmosphère respirable à l'intérieur et le vide spatial. Le problème, c'est que la capsule spatiale de la mission Soyouz était très petite. Et l'écoutille qui permettait d'entrer était encore plus petite. Alors au moment de rentrer, il a voulu dégonfler un peu sa combinaison pour passer dans la trappe. Mais il vous dira qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il faisait. Un astronaute qui, comme Leonov, doit relâcher un peu de pression pour pouvoir manœuvrer est dans la même situation qu'un plongeur qui remonte à la surface trop rapidement. Des bulles d'azote se forment dans son sang. Et ce n'est pas seulement douloureux, mais c'est mortel. Et lors d'une sortie extravéhiculaire, la moindre chose, comme par exemple une longe mal fixée ou un propulseur d'urgence défaillant, peut avoir des conséquences catastrophiques. Sortir dans l'espace, se promener à l'extérieur de son véhicule spatial, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un astronaute en orbite. Le moindre faux mouvement peut être fatal, surtout s'il l'éloigne du vaisseau. Lors d'une mission russe, un astronaute n'était pas attaché. Il se trouvait dans la zone de SAS et regardait un autre membre de l'équipage quand il s'est mis à dériver. Son coéquipier s'en est aperçu et l'a rattrapé. Un astronaute à la dérive dans l'espace, sans attache et sans système de propulsion, a peu de chances de s'en sortir. C'est comme un homme à la mer. Mais un système de propulsion peut aussi tomber en panne ou manquer de carburant avant que l'astronaute ait le temps de rejoindre son véhicule. Alors celui-ci serait à la dérive dans l'espace. La Station spatiale internationale n'est pas en mesure de retrouver un astronaute perdu dans l'espace. Et si la navette était arrimée, il faudrait trop de temps pour la démarrer et se porter au secours de l'astronaute à la dérive. Dans ce scénario cauchemardesque, l'astronaute aurait encore plusieurs heures d'oxygène pour contempler sa fin. Tant que sa combinaison resterait étanche, la pression ne poserait pas de problème. C'est son oxygène qui finirait par s'épuiser, ou le système chargé d'expulser le dioxyde de carbone exhalé qui cesserait de fonctionner. Dans les deux cas, il mourrait d'une lente suffocation, à la dérive dans l'immensité de l'espace. Les micrométéorites, qui représentent un danger pour les futures colonies spatiales, pourraient aussi mettre à mal les astronautes dans l'espace ou le vaisseau lui-même. Et puis, dans l'orbite terrestre basse, ces petits cailloux diaboliques ont de la compagnie, les débris spatiaux. Micrométéorites et débris peuvent se déplacer à plus de 30 000 km/h. À cette vitesse, un objet de quelques millimètres peut faire de gros dégâts. Une micrométéorite dans l'espace, c'est un peu comme une balle de golf en l'air. À une différence près, la micrométéorite est beaucoup plus petite. Et parce qu'elle se déplace à une vitesse extrêmement élevée, elle fait beaucoup plus de dégâts à l'impact. Si une micrométéorite rencontre la combinaison d'un astronaute, elle le troue. Et l'astronaute ne peut pas réparer lui-même sa combinaison.
Alors à moins d'être accompagné d'un autre astronaute, il meurt. L'air qui se trouve à l'intérieur de la combinaison s'échappe, son sang se met à bouillir, et c'est terminé pour lui. Pourquoi le sang se met-il à bouillir? Dans l'espace, si le sang entre en ébullition, cela n'a rien à voir avec la chaleur. C'est le résultat d'une dépressurisation soudaine. Dire que le sang bout, c'est inexact. Les liquides de votre corps passent de l'état liquide à l'état gazeux. On raconte toutes sortes de choses sur ce qui arrive à une personne non protégée dans l'espace. Voici exactement ce qui se passe. À mesure que le vide spatial remplit la combinaison de l'astronaute, les parties liquides de la langue et des yeux se mettent à faire des bulles, ainsi que la salive, les fluides internes et le sang. Tandis que le sang se transforme en gaz, l'oxygène n'atteint plus le cerveau, ni aucune partie du corps. Le cerveau cesse de fonctionner au bout de 15 secondes, et la victime plonge dans l'inconscience. Peu après, les cellules restantes de l'organisme meurent. Les températures extrêmes peuvent aussi jouer un rôle, puisque les zones ensoleillées de l'espace peuvent atteindre 120 degrés, et les zones qui se trouvent à l'ombre, moins 160 degrés. À partir de quel diamètre un trou dans une combinaison spatiale devient-il un problème? Vous demandez à une toute petite quantité de matériaux d'arrêter une particule qui arrive à une vitesse de 7 km/s. Vous pouvez voir le trou d'entrée obtenu lors des tests. On a plusieurs couches, pour finir par une matière isolante et étanche qui retient la pression. À ce niveau, le trou fait environ 2 à 3 mm. Un trou de 4 mm dans une combinaison extravéhiculaire serait catastrophique. Heureusement, cela n'est jamais arrivé. Mais les impacts peuvent avoir des effets plus sournois. Ainsi, la NASA ne recule devant rien pour simuler les différents types de dégâts produits par des micrométéorites sur Terre. Dans ce bâtiment du Whitesand Test Facility au Nouveau-Mexique, l'équipe de test d'hypervélocité simule des impacts à l'aide de pistolets à hydrogène comprimés. Ils génèrent de la chaleur en projetant des objets à plus de 30 000 km/h sur une navette et des éléments de station spatiale. Puis, ils évaluent les dégâts. À cette vitesse, on peut aller de Los Angeles à New York en près de 8 minutes. Les tests que nous allons effectuer aujourd'hui portent sur une poignée placée à l'extérieur de la Station spatiale internationale pour permettre aux astronautes de la contourner. Plusieurs astronautes ont déjà entaillé leurs gants sur cette poignée. Et cela inquiète beaucoup la NASA. Parce que quand elle a conçu la Station spatiale internationale, elle a bien veillé à ce qu'il n'y ait aucun objet tranchant et que rien ne puisse accrocher la combinaison des astronautes. Les techniciens installent la poignée dans la pièce cible, placent le minuscule projectile de 0,7 mm à l'intérieur d'un support qui se désintégrera au moment du tir. Puis ils ajoutent la poudre. On prend de la poudre et on actionne un piston qui comprime l'hydrogène à hauteur de 70 kg par mètre carré. C'est ce gaz hautement comprimé qui fait subir une accélération de 0 à 30 000 km/h au projectile. On utilise 3 types de caméras. L'une prend des photos, une autre filme, et la troisième est une caméra numérique qui prend 16 photos à une vitesse de 200 millions d'images par seconde. Les techniciens se replient derrière un bouclier anti-explosion et s'apprêtent à faire feu. On vide la chambre de tout oxygène et autres gaz de manière à simuler le vide de l'espace. C'est le moment de vérité. Quels dégâts cette fausse micrométéorite a-t-elle provoqué? Même si c'est un petit impact, il a assez de relief pour qu'un astronaute puisse s'accrocher dessus et déchirer son gant. Il faut prendre toutes les précautions possibles. Et si un projectile de 0,7 mm de large peut provoquer ce genre de dégâts, imaginez ce qu'un objet de plus grande taille peut faire. Au Whitesand Test Facility, au Nouveau-Mexique, les chercheurs de la NASA chargent de petits projectiles dans d'imposants dispositifs et les projettent à une vitesse de 30 000 km/h sur des parties de navettes spatiales afin d'évaluer les dégâts causés par les micrométéorites et les débris spatiaux. Le but, simuler des catastrophes sur Terre pour mieux comprendre celles qui se produisent dans l'espace. Et à une telle vitesse, un minuscule objet peut faire de très gros dégâts.
Je me trouve à l'intérieur de notre plus grande chambre de tir. Le fusil mesure 50 mètres de long. Il peut lancer un projectile pouvant atteindre 2 cm de large. J'ai ici un objet qui a été touché par un projectile de 1,2 cm. On peut voir le trou d'entrée et le projectile a entièrement traversé l'objet. Un impact de cette taille serait une catastrophe dans l'espace. Pour survivre, l'équipage de la Station spatiale internationale n'aurait pas d'autre choix que de mettre des masques à gaz et de se diriger vers la capsule de retour. Ainsi, un objet de quelques centimètres de large les contraindrait à abandonner un engin de plusieurs milliards de dollars. C'est à cause de ce genre de scénario que les équipages ne cessent d'ajouter des couches de protection à l'extérieur de la station spatiale. D'autres types de scénarios ne sont dus qu'à nos propres erreurs. En 1997, un cosmonaute russe a eu beaucoup de mal à guider un véhicule de transport non habité vers son point d'arrimage à la station Mir. En aviation, 70% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Alors il ne serait pas surprenant que l'homme soit à l'origine d'un certain nombre d'accidents survenant dans l'espace. Dans le cas de la collision avec Mir, le membre de l'équipage avait signalé qu'il ne se sentait pas assez entraîné pour effectuer l'arrimage. Mais l'équipe de contrôle au sol n'a rien voulu entendre. Le véhicule a percuté la station, ce qui a entraîné une dépressurisation de la cabine. Puis la station spatiale s'est mise à tournoyer sur elle-même. C'est un peu comme les boules de billard. Lorsque l'une d'entre elles frappe une autre boule, elle la met en mouvement. Tout ça pour dire que la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais les accidents survenus dans l'espace sont peu de choses par rapport aux accidents survenus lors du décollage et de l'atterrissage d'engins spatiaux. On dit que les 80 premiers kilomètres et les 80 derniers kilomètres sont les plus dangereux d'une mission. L'explosion au décollage de la navette Challenger en 1986 et la désintégration de Columbia lors de sa rentrée dans l'atmosphère en 2003 en sont les meilleures illustrations. Mais si nous voulons un jour aller au-delà du système solaire, il nous faudra développer des technologies encore plus puissantes. Parmi les options possibles, le moteur antimatière, qui suscite enthousiasme et crainte. À l'intérieur d'immenses accélérateurs de particules, on crée des quantités minuscules de matière composée d'atomes dont la charge est inverse à celle des atomes habituels. Ainsi, dans l'antimatière, les électrons sont positifs et les protons négatifs. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en contact, elles s'annihilent, libérant une énergie colossale. Les moteurs antimatière affichent un taux de conversion de la matière en énergie de 100%. La bombe atomique elle-même n'est efficace qu'à 1%. Cela signifie que seulement 1% de sa masse est convertie en énergie. Eh bien, avec le moteur antimatière, ce sont presque 100% de la masse qui sont convertis en énergie. C'est le système de propulsion de demain. Mais il y a un problème. Si une cuillère à café d'antimatière a le pouvoir de nous propulser à travers le système solaire, elle a aussi la capacité de détruire une ville entière. Et une fois dans l'espace, un simple incident peut faire pencher la balance entre la vie ou la mort. Lorsque nous irons sur Mars et au-delà, et que ces missions dureront des années, le risque de se retrouver dans l'espace sans ressources sera plus important. Qu'arrivera-t-il, par exemple, si au cours d'un voyage vers Mars, une micrométéorite perce un réservoir d'oxygène, ou si l'oxygène vient tout simplement à manquer? Il n'y aura pas grand-chose à faire, sinon se laisser mourir. Mais on oublie souvent un autre type de difficulté qui concerne plus particulièrement les missions de plusieurs années. On oublie souvent que ces astronautes vivent dans la promiscuité. Lorsque vous êtes confiné dans un espace restreint pendant 1 an pour aller sur Mars, ou plusieurs années pour aller dans l'espace lointain, vous pouvez devenir fou. Vous pouvez avoir des crises de panique. Votre voisin peut vous taper sur les nerfs et vous pouvez avoir envie de l'étrangler. Si l'on parle peu de ce type d'incident, il est déjà arrivé que des membres d'un même équipage ne s'entendent pas. Et c'est une situation très dangereuse.
Il y a au moins un exemple connu, celui d'un équipage de station soviétique dans les années 1970, qui ne s'entendait pas et qui en serait venu aux mains. Il y a forcément des tensions lors de ces missions de longue durée. Ce serait se leurrer que de penser autrement. Plus intéressant encore, depuis un atterrissage loupé en 1965, les cosmonautes russes embarqueraient des armes à feu par mesure de précaution. En Sibérie, un équipage a atterri dans la forêt et il y est resté 3 jours. Ils ont dû se battre contre des loups en attendant d'être sauvés. À la suite de cette mission, les Soviétiques ont décidé de mettre une arme dans chaque capsule de la mission Soyouz, au cas où cela se reproduirait. On dit que les kits d'urgence soviétiques contiennent aujourd'hui une arme à feu. Mais les autorités spatiales se montrent peu prolixes sur le sujet. Or, le risque n'est pas seulement de voir un membre de l'équipage perdre son sang-froid. On a rapporté le cas d'un expert technique qui a accompagné une mission dans l'espace pour conduire une expérience. Mais son expérience, qu'il avait passé toute sa vie à préparer, a échoué. Alors il a menacé de se suicider. Et les membres de l'équipage ont décidé de l'enfermer et de surveiller l'écoutille pour le protéger de lui-même et se protéger. Si toutes ces catastrophes et ces incidents nous ont appris une chose, c'est ceci. On ne peut prévenir complètement les catastrophes dans l'espace. Si nous voulons poursuivre notre conquête de l'espace, nous devons accepter le risque. C'est une activité très dangereuse, mais nous devons limiter ce risque. Et pour cela, il nous faut de bons techniciens et de bons dirigeants. Mais aussi certainement que des catastrophes continueront de se produire, nous savons une chose à propos de la conquête de l'espace. Je pense que c'est dans nos gènes. L'exploration et la découverte sont dans nos gènes. Ce n'est pas seulement bon pour notre évolution, car nous élargissons notre habitat. Je pense que c'est aussi dans la nature humaine de vouloir savoir ce qu'il y a là-haut. Est-il possible d'atteindre des zones de l'espace dans lesquelles nous ne sommes jamais allés? Et puis, il y a le bonheur d'être la première personne à aller quelque part. Et ça, c'est merveilleux.